Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Gaëlle, Carole et Amélie qui vont nous parler des pratiques douces en yoga, donc du yin, du restauratif et du yoga nidra. C'est une discussion passionnante, je vous souhaite une très belle écoute. Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où cette fois-ci nous allons aborder le sujet des pratiques douces dans le yoga. Donc je reçois Carole, Gaëlle et Amélie, toutes trois spécialisées dans au moins une pratique douce, donc le yin, le nidra et le restauratif. Vous nous en parler tout de suite, donc si vous pouvez vous présenter, ce serait trop cool. Ok, je me lance, j'ai l'impression. Hello Alexane, salut les filles, donc je m'appelle Carole, je suis prof de yoga dans différents styles de yoga, mais aujourd'hui principalement je suis là en tant que prof de yin yoga, et voilà, et on s'est déjà rencontrés sur le podcast, donc je vais pas raconter ma vie et mon œuvre, mais plus me focaliser sur le yin yoga. Super, merci. À qui le tour? Allez, j'y vais. Ah non, vas-y Amélie, vas-y. Ok, donc Amélie, nous aussi on s'est déjà rencontrés sur le podcast. J'habite entre Malte et Paris. J'enseigne plusieurs yogas, mais aujourd'hui justement je vais vous parler du restaurative yoga. Ok, super. Et Gaëlle? Et donc Gaëlle, pour finir, pareil, déjà intervenue sur le podcast, donc je ne vais pas refaire comme Carole ma vie, mon œuvre. Et aujourd'hui, donc je suis, comme les filles, formée dans plusieurs disciplines du yoga, mais aujourd'hui je suis là avec ma casquette prof de Nidra. Ok, super. Merci les filles. On va commencer par donner des petites définitions de ces trois pratiques. Carole, est-ce que tu veux commencer avec le yin? Et puis les filles, bien sûr, vous pourrez compléter si vous avez envie. Volontiers. Alors le yin yoga, c'est une discipline qui s'appelle comme ça parce qu'elle s'inspire notamment de la théorie du yin et du yang dans la philosophie taoïste. Et donc, elle va être yin par opposition à tout ce qui est yang, c'est-à-dire elle va être passive, immobile, réceptive par opposition à des pratiques dynamiques, en d'autres termes. Donc déjà, rien que par son nom, elle se qualifie de pratique douce, entre guillemets. Ensuite, je pense que Amélie pourra bien expliquer la différence par rapport au restauratif parce que c'est une question qui vient souvent. Mais donc en yin yoga, on va vraiment principalement chercher des postures qu'on va maintenir longtemps. On va chercher à effectuer un travail sur le corps, à stimuler les tissus. Et ça va avoir des effets qui sont aussi bien physiques, donc sur les tissus conjonctifs entre autres, que mentaux et énergétiques, avec une notion, selon les profs, selon les pratiquants, une notion soit d'énergétique chinoise, donc on va stimuler certains méridiens et certaines formes d'énergie, soit d'autres types d'énergie. On peut aussi faire des pratiques focus sur les chakras et ce genre de choses. Okay. Voilà en gros une description rapide. Merci. Eh bien, Amélie, alors je te laisse continuer pour le restauratif et puis si tu as envie de rajouter quelque chose sur le yin, du coup, pour nous expliquer vraiment bien la différence entre les deux. Ça marche. Donc, le restaurative yoga, c'est un yoga qui a été créé par Judith Lassater et en fait, c'était une élève de BKS Iyengar. Et vous devez le savoir, en Iyengar, on utilise beaucoup de matériel. Et elle s'est inspirée de ce type de yoga pour créer le restauratif. Donc en restauratif, déjà, on utilise beaucoup de supports. Donc, par exemple, des couvertures, des bolsters, des briques, des chaises, mais aussi ce qu'on a chez nous comme des coussins, des livres. L'idée, c'est de mettre le corps dans une position confortable pour permettre la relaxation du corps physique tout en calmant le système nerveux. Donc, à la différence du yin, où on va chercher l'étirement, le stretch, ici on va juste laisser le corps s'ouvrir. Donc c'est une pratique vraiment où on apprend à être et où les supports qu'on utilise vont permettre à l'organisme de se détendre pour libérer toute tension musculaire et le stress qui est enraciné.
Donc en fait aujourd'hui c'est une pratique que je trouve vraiment super utile parce que on est dans des vies de perpétuelle action avec beaucoup de stress. Et du coup, on est beaucoup sur le système nerveux sympathique. En restaurative yoga, on va, grâce à cette pratique de relaxation, stimuler le système nerveux parasympathique. Donc, ça va avoir un effet bien sûr sur le mental, mais ça va aussi aider le corps physique à se réparer, à se régénérer. Par exemple, quand on est stressé, on va avoir peu à peu différents systèmes dans le corps qui vont s'éteindre parce qu'ils ne sont pas essentiels à notre survie. Donc, en restaurative yoga, ça permet de remettre en marche certains systèmes. Par exemple, l'immunité. On peut aussi agir sur la pression sanguine, les troubles digestifs, troubles du sommeil, troubles de la fertilité. Donc, c'est vraiment un yoga qui répare, le yoga restauratif. Super, bah, c'est très clair. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter dessus? Peut-être juste une chose, c'est que c'est un yoga où on reste longtemps dans les postures. Donc, à la différence du yin où on va rester, par exemple, Carole, tu changeras les temps si jamais je me trompe, mais par exemple, de 2 à 5 minutes dans les postures. En restaurative, on va plutôt rester de 10 à 20 minutes. Et il y a une bonne raison à ça. C'est qu'en fait, on switch sur le système nerveux parasympathique au bout de 10 minutes. Donc, on veut vraiment avoir cette opportunité de laisser le corps s'ouvrir, le mental se déposer et de rester après dans cet état sur le système nerveux parasympathique. Ok, c'est très clair, donc la différence. Et Carole, est-ce que du coup, en yin, on peut quand même aller plus loin et rester plus que 5 minutes dans les postures ou est-ce que tu le fais pas? Tu peux rester plus de 5 minutes dans les postures, complètement, mais la durée moyenne, effectivement, va tourner entre 3 et 6 minutes dans des postures et pourquoi pas rester plus longtemps. Et ce que je dis souvent en yin yoga, c'est qu'en réalité, les lignes peuvent parfois se troubler un petit peu et tu peux diminuer, par exemple, l'intensité de la posture yin que tu as choisie avec un niveau de sensation, du coup, qui va être moindre et rester beaucoup plus longtemps. Et plus tu vas faire ça, plus ta posture et ta pratique va s'orienter sur quelque chose de plus restauratif que yin. Mais effectivement, le critère majeur qui va faire la différence, c'est qu'en yin, tu restes sur une durée qui est suffisante pour stimuler les tissus. Et s'il n'y a pas assez d'intensité, il y a moins de stimulation de tissus, et là, tu es capable de rester 20 minutes. Mais théoriquement, si tu as un juste niveau d'intensité en yin yoga, c'est pas un effort, c'est évidemment pas douloureux, mais t'es pas parti pour 20 minutes non plus. Oui. la posture est vraiment restaurative si tu es capable de rester 20 minutes. Ce qui veut pas dire que c'est mal et que parfois tu peux mixer un petit peu les deux si tu sais faire les deux, évidemment. Mais ouais. Ok, super, c'est très clair la différence entre les deux. Et donc, Gaëlle, est-ce que tu peux nous parler du Nidra? Alors, le Nidra, pour le coup, je ne trouve pas mes mots, je le refais. Le Nidra, contrairement, c'était le mot, aux deux autres pratiques qui ont été évoquées. Alors là, pour le coup, au niveau du physique, on s'allonge et on bouge pas. Donc là, pour le coup, on peut dire qu'on aurait presque zéro pratique physique, même si le fait de s'allonger déjà et d'être là, ça a pour but aussi de détendre le physique, mais on va aller chercher aucune espèce de sensation au niveau du physique. On va juste bien se caler pour pouvoir justement rester dans la posture une demi-heure, voire une heure, selon le temps qu'on a envie de pratiquer. Ce yoga-là, il vient d'Inde. Il a été popularisé par Swami Satyananda Saraswati dans les années 50. Je passerai sur l'énorme scandale au sujet de ce personnage qui n'a, en dehors de nous avoir apporté du Nidra, n'a pas apporté beaucoup de belles choses dans sa vie. Et en fait, il a été après popularisé aux États-Unis par Richard Miller et il en a créé une méthode qui s'appelle iRest en 1987, qui est dérivée du yoga nidra originel de Saraswati. Et en fait, on reste en général, un cours, c'est entre une demi-heure et une heure, allongé, et le professeur va parler pendant tout le cours
pour permettre de détendre le corps physique et un peu comme l'expliquait Amélie, on détend aussi le mental et notamment on travaille au niveau du système nerveux parasympathique pour sortir du mode fight, flight ou freeze pour repasser dans un mode relaxation profonde. Et donc c'est une forme de méditation, mais c'est pas de la méditation quand même. Alors pourquoi c'est pas de la méditation? Parce qu'en fait, en méditation, on est au niveau du comment mais vraiment, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, je suis désolée. Au niveau de la méditation, en fait, si on prend les états de conscience, on est au niveau de l'esprit conscient, alors qu'au yoga nidra, on est dans l'esprit en fait, on est au niveau du oh punaise, mais je suis désolée, hein, je vais la refaire. On est au niveau de l'état hypnagogique. C'est ce moment quand on est en train de s'endormir, je pense que ça vous l'a déjà fait, où on a l'impression qu'on tombe là. Et ben Ok, ça, c'est ouais. l'état hypnagogique, ça dure quelques minutes, pas très longtemps. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand on est en super conscience, qu'on va avoir le maximum de relaxation dans le corps. Et donc, c'est ce petit état-là qu'on va essayer de prolonger pendant toute la durée de la séance de Nidra. Alors évidemment, quand on débute le Nidra, on ne fait pas ça pendant 1 heure, mais au fur et à mesure de la pratique, qu'on exerce l'esprit à travailler en Yoga Nidra, on peut prolonger cette période pour relaxer au maximum l'esprit. Ok, c'est plus clair, merci beaucoup. Amélie, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Oui, en fait, je trouve ça très intéressant parce que, alors, j'ai pratiqué que quelques fois le yoga nidra, mais je pense qu'il y a la recherche est assez proche entre le yoga restauratif et le yoga nidra, c'est-à-dire relaxer, amener la détente dans le corps et détendre le système nerveux. Donc nous aussi, on cherche un peu ce niveau hypnagogique. Par contre, dans la méthode, à la différence du yoga nidra, en restaurative, on va ne pas parler, on va chercher à créer le silence pour progressivement apprendre à se sentir bien avec le silence, apprendre à l'apprécier. Donc le professeur va très peu parler, il va pas y avoir de musique et donc c'est difficile au début d'accès parce qu'on est un peu dans ce vide qu'on est habitué à remplir. Mhm. C'est vrai c'est la grosse différence avec le Nidra au final. Oui, parce qu'au Nidra, tu parles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Carole, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais ajouter que justement, je trouve que c'est assez rigolo parce qu'on a commencé directement par toutes les trois par ce qui distinguait ces pratiques. Et que dans les faits, quand on les décrit, on voit assez bien ce qui les rapproche, c'est-à-dire que toutes ces pratiques que tu as regroupées ici en pratiques douces, leur point commun, c'est vraiment l'action sur le système nerveux, avec cette notion de passer dans le système nerveux parasympathique et de relâcher complètement les tensions. Et c'est intéressant de voir, je trouve, les différentes manières d'accéder à ce type de relaxation par le restauratif, le yin ou le nidra, avec des effets un petit peu variés, mais globalement, on est un peu, je trouve, au final, sur différentes méthodes pour un résultat similaire. Amélie? Oui, je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que ces pratiques, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a une approche vraiment thérapeutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours envie de plus faire et donc si on a 1 heure devant nous, ça va être difficile de choisir une pratique douce. On va plutôt se dire, ah, il faut que je cours, il faut que je fasse un vinyasa, il faut que je fasse quelque chose où je suis dans l'action. Et voilà, et je trouve que ces pratiques, finalement, si on n'avait qu'1 heure par semaine, eh ben, ce serait bien de choisir une de ces pratiques parce que c'est des pratiques qui régénèrent et c'est ce dont on a beaucoup besoin aujourd'hui à mon sens. Et justement, ça m'amène à mon prochain sujet, qui est justement, on parle de plus en plus aujourd'hui des pratiques douces dans le yoga, mais ça a quand même mis énormément de temps à arriver, comme tu dis, quand on a un peu de temps devant nous, on va pas forcément penser à ce type de pratique, on va essayer de se dire, bah, je peux faire un peu de sport ou voilà, faut que je remplisse ma to-do, ou enfin, on n'a pas cette habitude de se dire, bah, c'est important
déjà de créer de l'ennui ou alors de pratiquer pour soi et de venir faire une pratique autre qu'une pratique dynamique. Et donc, du coup, c'est vrai que notre société elle est plutôt axée sur des pratiques comme le vinyasa, l'ashtanga, etc. Et moins sur celle-ci. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui. Et aussi savoir comment vous, la première fois, vous les avez rencontrés. Donc, peu importe si ça a été le yin, le nidra ou le restauratif, comment ça s'est passé pour vous et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'aller plus loin dans ces pratiques notamment, plus que dans une autre. Donc je laisse la parole à qui veut. Je veux bien commencer. Du coup, je vais plutôt parler du nidra. En fait, je l'ai découvert parce que je suivais des cours de yin, à la fin desquels le professeur prenait un quart d'heure. En fait, le cours était découpé en 3 quarts d'heure de yin, un quart d'heure de yoga nidra. Et je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou. Alors à l'époque, j'avais pas bien compris, mais enfin, de mémoire aussi, c'est parce que le prof l'avait pas forcément bien expliqué. On n'est pas censé s'endormir en hydra. Moi, je m'endormais systématiquement à la fin des cours. Mais bon, après, je fais ça aussi en cours de yin. Carole pourra en témoigner. C'est pas une bonne chose, en fait. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que du coup, je m'étais rendu compte que ça me faisait vraiment beaucoup de bien, ce type de pratique. Et comme l'avait noté Amélie, ça me permettait d'appuyer sur pause dans ma semaine. Parce qu'à l'époque, en plus, je crois que je courais encore beaucoup. Enfin, physiquement, pas à courir, juste au boulot. Et du coup, ça m'obligeait en fait à avoir un temps pour moi où je ne faisais rien qu'être avec moi-même. Et du coup, j'adorais ces cours-là, j'y allais toutes les semaines jusqu'à ce que la propriétaire du studio décide que le cours ne fonctionnait pas assez et qu'elle l'arrête. Mais bon, donc voilà. Ok. Et comment, du coup, tu as voulu aller plus loin après et toi te former à ça? Après, c'est comme toutes mes histoires avec le yoga, c'est qu'à chaque fois, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que ça me fait du bien à moi et que je me dis que n'étant pas unique au monde, enfin même si, en vrai, si, on est tous uniques au monde, mais on n'a pas tous des besoins uniques au monde, je me suis dit que ça pouvait servir aux autres et que du coup, en me formant, je pourrais transmettre la bonne parole un peu comme ça, quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de me former. Et en plus, après, c'est mon côté geek, mais c'est pareil pour tous les trucs de nidra. Enfin, de yoga, pardon, c'est que j'aime comprendre les mécanismes derrière les pratiques. Et du coup, je voulais comprendre en quoi le nidra, sur quel levier il agissait en fait pour nous faire du bien. Oui, tu disais dans les autres épisodes que tu étais assez cartésienne et que tu avais besoin de bien comprendre les choses pour pratiquer. Et du coup, tu t'es formée avec qui en hydra? Avec Louise Cutler chez The Space Paris. Ok, super. Amélie ou Carole, vous avez envie de partager votre expérience de première fois avec le yin ou le restauratif? Amélie, tu veux y aller? J'y vais. Alors moi, c'est plus une histoire de rencontre de personnes, comme souvent dans ma vie d'ailleurs. En fait, pendant la formation initiale, le 200 heures de Vinyasa que j'ai fait, on avait eu un petit cours de restaurative et surtout, Amanda Dates nous avait parlé de Judith Lassater. Et du coup, comme moi aussi je suis un peu geek, j'étais allée voir qui était cette prof et j'étais tombée sur pas mal d'articles. Euh, et, euh, et ça m'a beaucoup plu ce qu'elle écrivait, son approche du yoga, sa vision aussi de la vie. Enfin, vraiment, j'ai été complètement séduite. Donc, je me suis mise à écouter toutes ses interviews, tous ses podcasts. Et donc, quand j'ai appris que sa fille, Lydie Lassater, allait proposer une formation de restaurative yoga à Paris, c'était à Ashtanga Yoga Paris, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'en fait, j'avais envie surtout de m'infuser de sa vision des choses. Et c'est comme ça que je suis arrivée où j'ai fait mon niveau 1 de restaurative. Et en fait, pendant 4 jours, on n'a fait que Shavasana. Mais Shavasana avec du matériel, c'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec un Shavasana en fin de pratique où on s'allonge sur le sol. Et parfois, moi par exemple, j'avais un peu mal à l'arrière du crâne, où je sentais que si on avait fait des backbends, j'étais pas bien placée, ça m'allait pas ce Shavasana. Donc là, j'ai compris le délice d'un Shavasana avec des supports. Et un peu comme Gaëlle, j'ai tellement apprécié et j'ai vu très rapidement les changements dans mon quotidien. Parce qu'en fait,
cette pratique du restauratif, j'en parlais tout à l'heure, ça a des bénéfices sur le corps physique, mais ça a aussi d'énormes bénéfices sur le mental, c'est-à-dire ça crée beaucoup d'espace dans nos vies. Et notamment, je me suis rendu compte qu'après des pratiques restauratives, j'étais beaucoup plus créative, j'étais beaucoup plus claire dans mes choix, ça m'aidait à toucher du doigt ce que je voulais vraiment, ce dont j'avais envie. C'est comme ça que j'ai décidé que j'allais le transmettre. Ok, super. Et c'était en quelle année que tu t'es formée du coup? Alors j'ai fait en 2017, j'ai passé mon niveau 1 de restaurative avec Lydie Lassateur. Elle est revenue en 2019. J'étais tellement fan de cette pratique et de cette prof qu'en fait je lui ai demandé si je pouvais l'assister. Donc je l'ai assistée sur le niveau 1. Donc j'ai refait le niveau 1, mais cette fois-ci en apprenant à aider les personnes à s'installer dans les postures, ce qui peut être au début un petit peu compliqué parce qu'on a beaucoup de support et il y a des petites choses on doit être précis sur certains aspects pour vraiment provoquer cette relaxation. Donc voilà, ça m'a permis de beaucoup apprendre. Et du coup, en 2019, dans la foulée, j'ai fait mon niveau 2. Et après, je continue à me former très régulièrement en ligne avec Lydie et Judith Lassateur. Du coup, depuis, tu enseignes aux futurs, enfin, tu formes des futurs profs au restauratif ou... Non, je forme pas de futurs profs et ce que j'ai envie D'accord. d'ajouter, c'est que je propose des cours de restauratif, mais c'est une pratique qui est assez peu démocratisée en France, encore une fois, parce que c'est une pratique où on a l'impression de ne rien faire. Et du coup, c'est difficile. Donc, je donnais des cours pendant tout le confinement, je donnais des petites sessions de cours de Shavasana de 20 minutes, plusieurs fois par semaine. Et après, là, j'ai arrêté de donner des cours publics. Maintenant, je donne plutôt des cours particuliers. Mais j'ai pour projet à la rentrée de remettre un cours de restauratif sur mon studio en ligne Amuse Yoga. D'accord. On va en reparler de toute façon juste après parce que c'est ma prochaine question de où est-ce qu'on peut retrouver vos cours de pratique douce. Merci. Carole, est-ce que tu peux nous parler du yin? Oui, alors c'est rigolo parce que le yin, je crois qu'en réalité, c'est la dernière des pratiques douces que j'ai découvertes. Et tu disais qu'on avait tendance à connaître le yoga sous ses aspects dynamiques avant d'aller vers le reste. Et en réalité, moi, j'ai découvert le yoga nidra en première pratique. D'accord. Quand j'ai découvert le yoga, la plupart d'entre vous le savent, j'étais en chimio, donc clairement pas dans un état d'esprit je veux faire et faire des abdos. Et du coup, j'allais à un cours qui était Hatha et Nidra, qui était tout en bas de chez moi, dans un petit studio. Et j'ai découvert le yoga Nidra et c'était presque, je subissais la partie Hatha du cours parce que je voulais le Nidra de la fin. Tellement j'aimais ça. Et quelques années plus tard, j'ai découvert le restauratif parce que je faisais beaucoup d'ashtanga et qu'en ashtanga traditionnel, on ne pratique pas de yoga dynamique les jours de pleine lune, les jours de nouvelle lune et quand on a nos règles pour les femmes. Et du coup, dans ces moments-là, dans le studio où j'allais, qui était Mysore Yoga Paris à l'époque, ils proposaient un cours de restaurative, donc très personnalisé, puisque c'était des formes autonomes. Les participants viennent à l'heure qu'ils veulent, entre 6 et 10 du matin, pour faire leur pratique, et ils ne sont pas guidés, ils sont juste accompagnés par le prof. Et donc, je faisais du restauratif dans ce contexte-là, et ensuite seulement, j'ai mis les pieds à un premier cours de yin yoga pour tester pendant ma formation de 200 heures, parce que je commençais à avoir mal partout à force de faire du vinyasa à gogo. Et voilà, et gros coup de cœur pour le yin yoga. J'ai choisi de me former un peu par hasard. En réalité, je trouve, je sais pas si les filles ont un peu ce ressenti-là en yoga. Parfois, on se forme à des choses sans se dire. Enfin, moi, j'ai pas une vision très utilitariste. Je me dis pas, je vais me former à telle discipline pour pouvoir l'enseigner. Généralement, je me forme parce que ça m'intéresse et que j'ai envie de creuser et que j'ai envie parfois juste comme une immersion, une forme de retraite de yoga où je me dis tiens, j'ai passé une semaine à faire ça, ça va être trop bien. Et donc, je me suis formée au yin yoga pas pour l'enseigner, mais pour moi, en pensant que je l'enseignerais pas. Bon, après, du coup, ça s'est passé autrement et il s'avérait que je l'ai enseigné et que j'ai créé des formations en yin yoga. C'est ça, quand on sait maintenant ce que tu fais avec les yin, on se dit... Oui, c'est ça. Ça me permet de garder l'esprit ouvert quand j'aborde une nouvelle discipline. Je me dis, bon, bah, j'ai envie de la creuser, je la creuse. Peut-être
professionnellement, ça donnera quelque chose. Peut-être aussi que ça restera quelque chose qui est pour moi. Et voilà. Et du coup, je suis pas mal de formations en yin yoga. Ma principale formatrice étant Jofi, qui est connue principalement pour être spécialisée en médecine traditionnelle chinoise parce qu'elle est médecin chinois. Et pour faire des choses un petit peu créatives avec le yin, donc le yin avec des balles de massage, le yin avec de l'acupression, le yin avec du nidra, etc., etc. Ok, super. Du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de vos approches respectives de ces enseignements? Donc, comment est-ce que vous enseignez le nidra, le restauratif, le yin? Enfin, comment concrètement se déroule un peu un cours, sans rentrer dans les détails explicatifs, mais voilà. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos cours aujourd'hui? Et plus, s'il y a formation, etc. Gigot, Allez. expliquer comment que ça se passe le nidra. Alors le gros avantage du nidra, c'est contrairement aux autres pratiques, il n'y a même pas besoin d'arriver en tenue, puisqu'on Oui. reste allongé pendant tout le long. Il faut juste quand même que ce soit une tenue confortable dans laquelle on soit à l'aise en étant allongé par terre. On évite de s'allonger dans son lit parce que le cerveau, il est tellement bien fait que quand on se met dans son lit, en général, il se dit ah, c'est l'heure de dormir et du coup, on va dormir, ce qu'on veut pas au nidra. Donc, du coup, il est préférable de s'allonger dans une pièce au calme qui soit pas la chambre pour vraiment dissocier la pratique du sommeil. Un peu comme au restauratif, on va utiliser tous les props qu'on a sous la main pour se caler bien et pouvoir rester pendant une demi-heure ou une heure sans bouger, sans avoir mal nulle part. Pour les gens qui ont vraiment des gros soucis de dos et qui peuvent pas rester allongés sur le dos ou longtemps, on peut pratiquer assis, donc plutôt du coup dans un canapé, dans un fauteuil dans lequel on sera bien. Et on écoute le prof pendant toute la durée de la pratique. La pratique, elle se déroule, il y a plusieurs parties en fait dans un cours de Nidra. Alors si on fait le cours, la totale, pendant 1 heure, on va vraiment faire toutes les parties. Si, comme moi par exemple, je le fais à la fin de mes cours de Yin, je fais un quart d'heure de Nidra. Dans ce cas-là, il y a des choses qui sont un peu raccourcies. Parce qu'en fait, on va chercher progressivement à travailler d'abord sur le corps physique pour petit à petit arriver au mental. Et donc, il y a des parties qu'on va plus ou moins raccourcir si on fait des pratiques plus courtes. Donc, pour la faire rapide, les grandes parties du cours, c'est rotation de la conscience. Ça veut dire qu'on vous nomme différentes parties du corps pour vous faire vous promener le cerveau dans toutes les parties du corps et vous chercher à vous détacher en fait du mode je réfléchis à des choses qui se sont passées dans la journée ou la liste des courses que je devrais faire ce soir. Donc ça commence déjà à entrer en relaxation. Ensuite, on travaille au niveau de la respiration. Donc pour encore approfondir cette relaxation et aussi focuser l'esprit vraiment concentré sur un point fixe. Et après, on va travailler sur les sentiments, sur les sensations, avec une pratique qui s'appelle l'appairage des opposés. Et ça va nous permettre d'harmoniser les deux hémisphères du cerveau. Et on termine par la visualisation. Alors, elle peut être plus ou moins longue, et c'est ça surtout qui va jouer. Si on a une pratique, une séance de Nidra qui est très longue, en visualisation, on peut même vous emmener, vous promener dans un monde imaginaire ou dans quelque chose. Et ça, c'est si on a vraiment le temps. Sinon, on raccourcit la visualisation. Ok, j'ai juste une petite question par rapport à l'appairage. Des opposés. Oui, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? Ouais. Alors, en fait, en général, on va faire venir à soi deux sensations opposées, par exemple le chaud et le froid. On Mhm. va dire à l'élève, par exemple, on va lui dire de s'imaginer dans une situation où il a très chaud, genre au soleil, en plein été. Et puis derrière, on lui dit, maintenant tu t'imagines en plein hiver, c'est le blizzard, il fait super froid, tu trembles. Et on fait ça plusieurs fois. Et à un moment donné, on lui dit, ramène les deux ensemble, ce qui est en fait impossible. On ne peut pas imaginer deux situations si opposées en Mhm. même temps. Mais du coup, ça permet de rééquilibrer les deux hémisphères cérébraux. Mais Ok. après, il n'y a pas que le chaud et le froid. On peut travailler sur plein de trucs. Quand les élèves débutent, on reste sur des sensations physiques. Si on veut aller plus loin, on peut travailler sur les sentiments. Donc, genre l'amour, la haine, des choses comme ça. Mais il Mhm. faut faire attention parce qu'on ne connaît pas toujours le passif de Oui. tout le monde. Et jouer avec les sentiments, ça peut être un peu dangereux. Ok. C'est vrai que du coup, ça a l'air. Enfin, il faut avoir déjà beaucoup d'imagination, j'ai l'impression, pour enseigner le nidra. Et en tant que prof, oui. Enfin, Je confirme. de toute façon, pour tout type de yoga, on va dire qu'il faut de l'imagination, mais Ouais. pour créer les séquences. Mais effectivement, en hydra, vu qu'on n'a pas le mouvement pour nous accompagner,
J'ai l'impression que oui, il faut être force de proposition pour pas justement proposer des cours qui sont tout le temps similaires et justement enfin pouvoir imaginer des histoires, des choses qui vont transporter l'élève un peu partout et le faire évoluer dans cette pratique-là. Mais c'est hyper Ouais, intéressant. après, c'est comme pour tous les cours de yoga, ça peut être bien aussi parfois de travailler toujours sur la même séance. Enfin, les Oui. filles, elles le diront pour le yin et pour le restauratif, mais parfois, on a besoin de revenir plusieurs fois sur la séance pour travailler différentes choses parce que, après, en plus, surtout qu'en hydra, on n'est pas à l'abri de s'endormir à un moment donné pendant la séance. Bah, des fois, du coup, on loupe un peu des choses. Et si on refait la séance, genre la semaine d'après, il y a peut-être des choses qu'on va Oui. travailler différemment parce qu'on va les entendre alors qu'on les a pas entendues la fois d'avant, quoi. Ok, oui, c'est sûr. Oui, il y a aussi cet aspect-là à prendre en Oui. compte. Ok, super. Amélie ou Carole, est-ce que vous voulez nous parler de votre approche? Gaëlle, par contre, juste, je crois que tu n'as pas précisé où est-ce qu'on peut retrouver et quand tes cours de Nidra. Tu as dit que tu Alors, es mes cours de mêlée aux cours de Nidra, Yin, mais c'est tout. ouais, actuellement, effectivement, ils sont mêlés. Je donne 2 cours par mois le jeudi, en ligne uniquement. Heu, donc c'est un cours de 1 heure et 45 minutes de yin, un quart d'heure de nidra et au mois d'octobre, je donnerai ma première formation en tant que professeur de professeur pour, apprendre aux professeurs ou aux personnes qui sont passionnées par la discipline, le yoga nidra et leur Super. permettre de l'enseigner. Ça c'est ma prochaine question encore pour Ah, je croyais que c'était décortiquer les pardon. formations, mais c'est très très bien que tu en parles. Comme ça, je pourrais euh, évoluer vers ça après. Pardon. Amélie ou Carole, je sais pas qui va commencer. Carole, vas-y. Ok. Euh, du coup, la question était comment est-ce que je propose mes cours de yin, c'est C'est ça? ça, Comment quelle est-ce qu'ils est viennent? ton approche? Et puis, bah, du coup, où est-ce qu'on peut retrouver tes cours, etc. Alors en yin yoga, comme dans la plupart des disciplines du yoga et de quoi que ce soit en réalité, il y a plusieurs écoles, donc plusieurs manières de faire. Euh, Tous mes formateurs, sans exception en yin yoga, suivent un peu l'école de Paul Grillet. Donc c'est aussi la manière que j'ai choisi d'enseigner et qui me parle le plus, ce qui signifie que j'enseigne le yin yoga de manière guidée. Il y a des pratiques de yin yoga qui sont entièrement silencieuses. Et donc moi je guide par la voix en yin yoga de manière fonctionnelle, c'est-à-dire que je ne donne aucune règle d'alignement en yin yoga, je donne des postures et j'indique à quel endroit on doit ressentir quelque chose, quelle est la partie du corps qu'on vise et où on cherche des sensations et chacun va se placer avec le soutien et l'intervention du prof, en l'occurrence moi, si besoin, mais une notion de placement qui correspond au corps de chacun et pas d'alignement strict. Euh, je pense que j'ai une approche du yin qui est relativement restaurative, avec des guillemets, du coup, c'est-à-dire que c'est pas du yin restauratif, euh, mais que on peut envisager le yin de différentes manières et j'ai une approche du yin qui est très pratique douce, en réalité, en d'autres termes. C'est-à-dire que je pars du principe que les personnes qui viennent suivre un cours de yin yoga, elles viennent pas pour se challenger parce que pour ça, en fait, on a littéralement 95% de notre quotidien pour le challenge, pour l'action, pour l'effort, pour le dépassement de soi. Donc mon but, c'est pas de se dépasser, de trouver des postures très intenses, très compliquées, de rester alors que c'est intense. Rester alors que c'est intense avec un prof qui vous motive, oui, tu peux le faire. Pour moi, c'est des planches, c'est pas des postures de yin. Donc je pense que j'ai cette approche-là aussi. Sinon, en termes de structure de cours, ce sont des cours de yin relativement classiques. Dans certains de mes cours, j'ajoute cette dimension yin et balle de massage. Mhm. Pas dans tous et plus depuis les périodes de Covid et confinement. Alors, je l'ai fait en ligne, ceci dit, mais en studio avec les prêts de matériel, c'est compliqué en ce Oui. moment. Les balles se nettoient pas si bien que ça et c'est compliqué d'organiser un cours en demandant à tout le monde de venir avec ses balles de massage parce que dans les faits, il y a des gens qui viennent sans et après tu es embêté parce que tu peux pas faire le cours correctement. Euh, donc voilà, donc en ce moment je le fais sans balles, mais sinon parfois j'ai des cours de yin avec qui s'appelle Myo Yin, donc à la fois du myofascial release et des balles et du yin yoga. Et voilà. En ce moment, mes cours de yin sont chez Yuji Yoga et j'en donne les mardis soirs et vendredis matin.
Ok. Et j'essaie de faire régulièrement des ateliers, généralement une fois par mois ou à minima une fois par saison. À nouveau, les plannings en ce moment sont un petit peu chamboulés avec Oui. la reprise des cours, les ouvertures de studio, les fermetures de studio. Donc j'ai pas fait d'atelier en réel depuis un petit bout de temps, mais j'aimerais bien en faire un à la rentrée. Ok, super. Ben, on attend cet atelier avec impatience, sachant que votre épisode sortira à la rentrée mi-septembre a priori. Donc, Parfait. si ça se trouve, voilà, la date sera déjà passée. C'est possible. Super, bah merci. Amélie, est-ce que tu veux nous parler du restauratif? Quelle est ton approche et où est-ce qu'on peut retrouver tes Oui, j'espère que ça va pas couper une nouvelle fois. Euh, donc, les cours de restaurative, en général, je propose des cours qui durent entre 75 et 90 minutes parce que, comme je le disais au début, on reste longtemps dans les postures. Donc, ce qui peut paraître surprenant au départ quand on va à un cours de restaurative, c'est que en 1 heure et quart, on va faire 3-4 postures. cours? Il y a plusieurs. Donc, ce qui est important, c'est quand on est chez soi de se dire que c'est pas grave si on n'a pas de matériel spécifique au yoga pour pratiquer. Puisque, comme je vous le disais, on peut vraiment utiliser les coussins, les couvertures qu'on a à la maison, les traversins. On peut vraiment utiliser du matériel du quotidien. Ce qui est important quand on va prendre un cours de restaurative, en particulier si on n'est pas en studio, où là, les conditions vont être plus facilement réunies et mentionnées par le prof, c'est d'abord de se mettre dans un endroit calme pour créer cette condition du silence. Donc ça, c'est la première chose. Essayer de pouvoir s'isoler parce que, par exemple, si on se décide à faire une session de restaurative et qu'on a son petit enfant de 4 ans qui gesticule autour de nous, ça va être compliqué puisqu'en fait, on ne pourra pas lâcher. Donc, il n'y aura pas de bénéfice à faire cette pratique dans ces conditions-là. La deuxième condition qui est importante, c'est de créer l'obscurité. Donc souvent en restaurative, on utilise un petit coussin pour les yeux ou si on n'en a pas, un petit foulard pour vraiment créer cette condition d'obscurité, ce qui va aider le mental à plus facilement lâcher puisqu'on ne va pas être stimulé par la lumière ou regarder à droite à gauche. Dans les conditions de silence aussi, ce qui est important, j'ai oublié de le dire, mais c'est de vraiment éteindre son téléphone, de ne pas l'avoir à côté du tapis, de dire ah tiens, je vais regarder si j'ai reçu un message, parce que ça, c'est justement, c'est contre-productif, quoi. On ne pourra pas réussir à se détendre. Troisième condition, où j'ai remarqué que souvent les élèves sont un peu plus... je sais pas, ils pensent que c'est moins important alors que ça l'est, c'est être dans le confort et donc créer une chaleur suffisante. Parce que comme on reste longtemps dans les postures, eh ben on a tendance à se refroidir. Donc avoir une petite couverture pas loin pour pouvoir se couvrir si on en a besoin, ça va aider à la relaxation. Enfin, c'est l'immobilité dont on a besoin pour la pratique du restaurative puisque on va rester longtemps dans les postures. En général, moi ce que je fais, c'est que je commence la pratique par un recentrage. Donc on va pas tout de suite s'allonger dans une posture de restaurative. On va faire soit une petite méditation, soit un vinyasa mudra, des mouvements avec les bras, avec les mains, pour vraiment commencer à se reconnecter à son corps et au calme. Et ensuite, on rentrera dans les postures. Alors, il peut y avoir des thématiques différentes selon les cours. Par exemple, il y a toute une série d'ouvertures du cœur très douces qui permettent de créer de l'espace quand on se sent un peu stressé, un peu oppressé. Donc généralement, on fait 2-3 postures comme ça autour, je sais pas, ouverture du cœur ou des hanches, et on finit toujours par un shavasana. Il y a 6 ou 7 shavasana différents, et on terminera par cette posture qui durera une vingtaine de minutes. Pour ce qui est de retrouver mes cours, donc à la rentrée, je vais mettre en place un cours hebdomadaire sur Amuse Yoga Studio, mon studio en ligne. Et ensuite, je partage ces pratiques en cours particuliers et aussi dans mes retraites. Là, par exemple, à la rentrée, en octobre, j'organise une retraite donc, qui est autour du yoga de la femme, qui est aussi un yoga qui fait appel à des pratiques douces. Mais il y aura tout un volet restauratif. Ok. Voilà. Justement, je crois qu'on voulait faire un petit focus sur le yoga de la femme, si tu as envie d'en parler un petit peu, comment tu allies ces pratiques douces justement dans cette pratique du yoga de la femme. Ben, en fait, c'est vrai que je me suis formée au yoga de la femme après avoir été
avoir été séduite par les pratiques douces parce que je cherchais encore à alimenter ma propre pratique, ma propre expérience autour du yoga. Et le yoga de la femme, c'est un yoga qui s'inspire de différentes disciplines et pas que des pratiques douces. Ça s'inspire aussi de hatha yoga. Ça se base sur aussi le yoga hormonal avec des respirations particulières. Mais il y a cet aspect un peu pratique douce parce qu'on se reconnecte à soi-même. Oui, donc ça s'inspire de différentes disciplines comme le hatha, le yoga hormonal, mais aussi le yin yoga, la médecine traditionnelle chinoise, les visualisations. Donc, c'est quand même un yoga que je range dans les pratiques douces puisqu'il permet justement de créer de l'espace et de se reconnecter à soi. Merci pour vos explications sur vos approches. Et donc, je vais m'adresser plus à Carole et à Gaëlle pour cette question, mais peut-être que toi, Amélie, tu as des projets là-dessus aussi, donc tu pourras nous dire. Donc, certaines d'entre vous ont créé des formations, donc désormais, vous formez des nouveaux professeurs ou vous allez former des nouveaux professeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler et comment l'envie est venue et quelle est votre approche pour transmettre aux futurs professeurs, parce qu'elle est forcément différente que la transmission aux élèves lors d'un cours. Donc, je laisse qui veut commencer. Vas-y, Carole. J'y vais? Ok. Alors oui, en réalité, maintenant, les formations, ça représente, je pense, 80% de mon travail. Donc, je donne plus de formations que de cours, enfin que de cours collectifs ouverts à tous. Et ça, comme plein de choses dans la vie, j'imagine, ça s'est fait un petit peu par hasard. Quand j'ai commencé à enseigner le yin, je pense qu'il n'y avait pas énormément de cours de yin à Paris. Et plus globalement en France, mais j'enseignais pas en ligne et je vis à Paris, donc je m'adresse principalement au marché parisien dans mon quotidien en tant que prof de yoga de cours collectifs. Et du coup, pas mal de mes élèves étaient des profs de yoga dans les faits et beaucoup avaient envie de creuser un petit peu plus le yin yoga. Et donc, il y avait peu d'offres de cours et encore moins d'offres de formation. Et donc, beaucoup m'ont demandé de créer une formation, ce qui me semblait... C'était pas quelque chose à quoi j'avais réfléchi. Et puis, je me suis dit, il y a plein de profs qui ont envie de le faire. J'avais déjà fait pas mal de formations en tant que juriste avant, donc je savais que c'était quelque chose que j'aimais parce que, comme tu le soulignes, c'est un peu la même chose que aimer le yoga, aimer pratiquer et vouloir l'enseigner. C'est pas la même chose de pratiquer le yoga et d'enseigner le yoga. De la même manière, c'est pas non plus la même chose d'enseigner un cours et d'enseigner une formation parce que on transmet pas du tout la même chose. On transmet pas juste une expérience, mais on transmet toute la connaissance qui permet de construire cette expérience quand on forme. Mais voilà, du coup, j'ai créé une première formation comme ça. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu de plus en plus de sessions. J'ai créé différents modules pour le yin yoga. Je suis en train de préparer le 3e, dont la première session aura lieu début 2022. Et il existe toujours le premier module que j'ai créé, qui était un 50 heures yin et médecine chinoise. Le 2e module, qui est un 50 heures yin et relâchement myofacial, donc yin avec des balles et un gros focus sur tout ce que sont les fascias. Et le 3e, qui est yin et yang, avec un plus gros focus sur le séquençage yang, l'articulation de pratiques yin-yang et une introduction à la danse du dragon est prévue donc pour 2022. Et voilà. Et une grosse partie de mon travail est aussi les formations pas pratiques douces, du coup, en anatomie pour des 200 heures. Donc, dans les faits, je n'ai plus beaucoup de temps pour donner juste des cours. Mais c'est, comme tu le dis, un aspect, un travail différent et c'est une relation différente avec les élèves aussi, avec ses profs ou futurs profs, que j'aime beaucoup, moi. Ok, super. Est-ce que tu as des dates que tu peux nous transmettre pour les prochaines formations de yin, notamment à partir de la rentrée? Alors, pendant le confinement, comme tu le sais, j'ai transformé certains modules de yin en ligne. Et en fait, c'est un format qui me plaît à moi. Et je pense que c'est important d'enseigner dans des formats qu'on aime et qui arrange et ou plaît selon les cas de figure aux participants. Et du coup, maintenant, je garde certaines formations. Je garde toutes les formations en présentiel.
je les remets plus directement maintenant que c'est possible, mais je garde les formats en ligne aussi, donc avec le choix de faire l'une ou l'autre. Et la prochaine session en ligne est en octobre. Ce sera le Yin module 2, donc sur Yin et Fascia. Et ensuite, janvier 2022, il y aura en studio le module 3, Yin et Yang. D'accord. Et je n'ai pas encore les dates du prochain module 1 parce qu'il y en a un en juillet, au moment où on se parle. Et ensuite, début 2022, il y en aura un nouveau, mais je n'ai pas encore les dates. D'accord. Donc, il y a 3 modules pour cette formation que tu as créée. Exactement. Okay. 3 modules de 50 heures, soit 150 heures de Yin au total. Super. C'est riche. Ça fait pas mal de contenu, du coup, avec les 3. Ouais, surtout si tu les as quasiment tous en ligne. Ouais, ça prend du temps. Amélie, Mais tu voulais rajouter quelque chose? Oui, pardon. Oui, je voulais dire que... Pardon, vas-y, Carole. Non, j'allais dire, c'est tout ce que je voulais dire. Ça prend du temps, mais c'est chouette. Ouais. Et puis après, du coup, c'est vrai qu'une fois que c'est fait, c'est bon, quoi. Oui, par ailleurs. Amélie, non, j'allais juste dire que justement, j'avais profité du premier confinement pour me former au Yin en ligne avec Carole, le module 1, et que j'avais adoré, et qu'effectivement, je m'étais dit quand même en ligne, je sais pas, j'avais jamais fait de formation comme ça en ligne, et en fait, c'était génial. J'ai vraiment adoré, je recommande vivement parce que c'était mon deuxième training de Yin, 50 heures. Et j'ai appris plein de trucs et c'était vraiment super. Vraiment super. Merci Amélie. Avec plaisir. Trop bien. Gaëlle, est-ce que tu veux compléter du coup par rapport à toi ton projet à la rentrée de former des futurs professeurs au NIDRA? Eh bien, c'est une formation de 25 heures. C'est chez The Space Paris au mois d'octobre. Donc, c'est un vendredi, samedi, dimanche. Et évidemment, dans ma tête, je n'ai pas les dates, mais elles sont sur le site de The Space. Et plutôt, on réserve meilleur et tarif, hein, comme d'hab. Il y a des histoires de early bird, mais du coup, à la date où ce sera publié, peut-être que ce sera plus le cas. Mais bon, pour info, pour tous les profs, quand vous voulez vous former, prenez-vous-y à l'avance. Ça permet ce genre de petites choses qui peut être pas mal parce que on sait tous que les formations, c'est un budget, ce qui est normal, parce que c'est, comme le soulignait Carole, beaucoup de travail à mettre en place. Mais s'il y a moyen d'avoir un early bird, c'est toujours plus sympa. Voilà. Et sinon, oui, comment tu as eu l'envie du coup il y avait d'aller ça. former? Alors, c'était pas vraiment une envie, même si j'adore transmettre mon savoir. C'est que en fait, c'est Louise, la professeure, la propriétaire du studio chez The Space, qui m'a proposé de leader la prochaine formation de Nidra. Et pour ne rien vous cacher, quand j'ai ouvert l'email, j'ai cru qu'elle s'était trompée de destinataire. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Du coup, j'ai relu 2 fois le mail et je me suis dit, bah non, il l'a quand même envoyé à moi, c'est étrange. Et voilà. Et en fait, j'ai évidemment accepté, hein, puisque sinon je ne vous dirais pas que je donne la prochaine formation. Ça m'a bien stressée au début et en même temps, comme tu le disais, Alexandre, j'ai ce côté très cartésien et très besoin de fouiller à mort les sujets. Donc, je ne vous cache pas que depuis qu'elle m'a proposé de faire ça, j'ai lu et regardé et écouté un milliard d'infos sur le sujet du Yoga Nidra pour creuser le plus possible et pouvoir apporter le plus possible à mes futurs élèves. Donc voilà, c'était l'histoire du syndrome de l'imposteur. Ok, donc c'est une opportunité qui s'est présentée sans vraiment que tu le veuilles à la base et qui finalement s'est révélée être une très bonne idée. C'est ça, exactement. Exactement. Super. Amélie, est-ce que tu as des projets un petit peu de ce type-là ou que tu aurais envie de partager avec nous? Non, j'ai pas de projet de former, de dispenser des formations. En fait, je pense que c'est aussi une question de, il y a parfois des hasards, mais il y a aussi ce qu'on aime. Moi, j'adore transmettre à des personnes qui sont souvent très loin du yoga. Et en fait, je pense que c'est lié à ma vie assez nomade où j'arrive dans des endroits et je donne des cours à des gens qui ont à la base juste envie d'une activité pour s'occuper.
Et là, de les avoir retrouvés, parce qu'avec mon studio en ligne, j'ai retrouvé des élèves au Niger, au Maroc, à Malte et bien sûr en France. J'adore en fait cette rencontre avec des gens qui, une fois qu'ils ont quitté le tapis, ça infuse un petit peu, mais voilà, ça fait partie de leur vie, mais c'est pas. Donc je me sens pas, pour l'instant en tout cas, j'ai pas l'envie, et je pense peut-être aussi le manque de confiance en moi, de donner des formations. Voilà. Ok, bon, ça viendra peut-être, et si ça vient pas, ça veut dire que c'est vers ailleurs que tu es Voilà. prédestiné, et c'est très bien aussi. Du coup, on arrive quand même bientôt à la fin. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur ces pratiques dont on n'aurait pas parlé, et peut-être des questions que j'avais pas posées, qui vous sont venues pendant cet échange, déjà? Oui, Carole? Non, je voulais rebondir sur ce que disait Amélie parce que, alors, hormis syndrome éventuel de l'imposteur ou confiance en soi, je trouve que ce qu'elle dit est quand même intéressant parce que former ou enseigner, c'est pas, enfin, donner des cours de yoga ou former des personnes pour donner des cours de yoga, c'est vraiment pas le même travail. Oui. Et je trouve que c'est intéressant de souligner que parfois on n'a juste pas envie. Et je Ouais. sais que en tant que sur ma casquette formatrice, j'ai beaucoup en face de moi de personnes qui ont l'impression, mais pas par envie, parfois par obligation, que l'étape d'après en tant que prof, c'est de devenir formateur. Alors que c'est, à mon sens, pas du tout obligatoire ou faux de penser que c'est juste la continuité d'un parcours et que transmettre le yoga peut être notre passion sans qu'on veuille se dire qu'on veut devenir formateur parce que c'est juste pas la même chose en fait. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus, et on se forme pas forcément pour former par la suite. D'ailleurs, il y a des formations pour devenir formateur, et c'est bien pour ça que ça s'invente pas comme métier. Donc, effectivement, je te rejoins beaucoup là-dessus. Merci pour cette petite précision. Et sinon, rien d'autre que vous vouliez rajouter par rapport à vos pratiques respectives de pratique douce? Mmh, peut-être aussi qu'on en a parlé de manière très différenciée, Mhm. et que je pense qu'en studio ou en tant qu'enseignant, c'est souvent différencié. On va faire soit un cours de restauratif, soit un cours de yin, soit un cours de nidra, ou alors faire un cours de yin plus nidra comme Gaëlle les propose par exemple. Euh, mais que dans les faits, je sais que moi je pratique les trois et je suis formée à deux des trois. Dans les faits, j'ai tendance à mixer. Une fois, quand Oui. j'arrive sur mon tapis, je me dis pas tiens, je vais faire une heure de yin. Je commence par m'installer pour faire du yin et puis finalement, je réalise que mon corps ce jour-là, si j'ai été un peu malade ou je ne sais pas quoi, est pas du tout parti pour 5 minutes de posture avec une sensation un petit peu intense. Enfin bref, finalement, le yin, bof. Et donc, ma posture de yin, progressivement, elle va devenir une posture de restaurative. Je vais m'installer un petit peu mieux sur mes accessoires et hop, finalement, je vais rester 10 minutes. Et donc, dans ma pratique, je peux me retrouver à mixer un peu ces différentes pratiques douces, même si par contre, je mets un point d'honneur à coller à l'intitulé du cours quand j'enseigne. En Mm. tant que pratiquante, j'ai tendance à faire mon petit pot pourri en vrai. Ok. Je crois qu'Amélie veut compléter. Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement, Carole. Finalement, ce que je trouve important, c'est de s'offrir cette parenthèse. Parce que, et c'est ça, je trouve que c'est la difficulté de ces pratiques, c'est d'accepter de s'offrir cette parenthèse de bien-être. Et souvent, quand je commence des pratiques comme ça, je dis à mes élèves que c'est important de se rappeler que s'offrir une heure où on va être vraiment à l'écoute du corps et de soi, de ses envies, c'est le contraire d'un acte égoïste. C'est en fait le fait de se permettre de renouveler son énergie, de se re-remplir d'énergie pour pouvoir ensuite la partager avec les autres. Au lieu de se dire ah c'est que pour moi voilà alors que je pourrais faire d'autres choses, je pourrais aller cuisiner pour ma famille ou des choses comme ça. Ben non, en fait c'est le contraire d'un acte égoïste. C'est vraiment se re-remplir, se renouveler pour ensuite pouvoir affronter le monde d'une belle manière.
c'est sûr. Et finalement, c'est un petit peu, ça participe un petit peu au petit mot de la fin. Donc, je pense qu'on va passer aussi par là. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaitez faire passer au travers de ces pratiques, au travers de l'enseignement que vous pouvez avoir ou des retours que vous pouvez avoir? Une petite dédicace, comme j'aime bien le dire. Si personne n'a de, de petits mots, ce que j'aime bien faire passer comme message, c'est que ça sert pas à rien. Ça a l'air un peu bête, mais dans les faits, effectivement, et on l'a dit un peu tout au long du podcast, on a tendance, un peu nous tous, parce qu'on a vécu dans ce monde, à vouloir faire des choses utiles et à avoir peu de temps à consacrer. Disons même que si on est un créneau hebdomadaire consacré au yoga, il faut essayer d'y mettre tout ce qu'on peut et on a tendance à vouloir le rendre utile et donc à améliorer notre flexibilité, à faire quelque chose où on dépense de l'énergie, à progresser dans une posture, enfin avoir quelque chose qui peut être quantifié et qui nous donne l'impression qu'on progresse et qu'on fait des choses et qu'on est efficace et productif. Et que toutes ces pratiques douces, elles nous amènent à changer ce paradigme, à changer de prisme et de manière de voir les choses, et que juste, en fait, sortir de sa pratique en se sentant bien, ça fait, comme dit Amélie, de nous une personne meilleure pour notre entourage, pour nous-mêmes, ça rend notre vie plus douce, justement, et même si on peut pas quantifier en disant aujourd'hui j'ai débloqué telle posture et gagné en flexibilité, ou j'ai tellement transpiré que je sens que je me suis bien dépensée, je pense que c'est extrêmement riche ce qu'on crée en ne faisant rien ou en ayant l'impression de faire pas grand-chose, comme on peut l'avoir dans des pratiques yin, restauratives ou nidra. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance d'apprendre à s'ennuyer. S'ennuyer, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est très bon pour la santé. Et aussi, c'est pas, enfin, ouais, c'est un mot qui est vu, voilà, de manière un petit peu négative, alors qu'en fait, ça peut être utiliser son temps pour juste penser à soi et essayer de rentrer dans la conscience ou dans tous les mots que vous nous avez dit tout à l'heure de ces aspects de pratiques douces. C'est vrai. Est-ce qu'il y en a une autre de vous qui veut laisser un petit message pour terminer? Moi, j'aurais bien juste dit, comme pour tous les autres yogas, tester des profs différents. Parce que rien que je pense qu'entre nous trois, si on donnait tout un même cours de la même discipline, on ne l'enseignerait pas de la même façon. Et c'est important. Enfin, moi, je vois même avec le Nidra, si par exemple vous détestez ma voix en écoutant ce podcast, allez pas écouter mes cours, vous allez les détester. Non, mais c'est vrai, enfin, on peut pas plaire à tout le monde, et pour une même discipline, ben il y a des pratiques qu'on va adorer parce que le prof nous aura inspiré, parce que sa voix nous aura transporté, parce que son approche nous convient, et alors qu'on peut carrément détester la même discipline enseignée par quelqu'un d'autre. Donc c'est important de varier avant de décider qu'on vraiment c'est pas pour nous en fait. C'est vrai, des fois c'est juste l'approche du professeur qui peut ne pas correspondre, ou effectivement, comme tu dis, la voix, c'est vrai. Et un autre truc, c'est très très difficile en fait de rester seul avec soi-même. Donc soyez pas trop dur avec vous-même quand vous vous installez dans les postures et qu'il faut y rester 5-10 minutes selon la pratique, ou voire moi avec moi 1 heure, et que ça marche pas. Ben, vous en sortez et vous y reviendrez, mais soyez gentil avec vous. C'est vraiment vraiment très très difficile de rester seul avec soi-même. C'est vrai. Merci Gaëlle. Amélie, est-ce que tu veux terminer? Non, j'ai rien à ajouter. Je trouve que c'est un bon mot de la fin. C'est qu'effectivement, c'est très difficile de rester seul avec soi-même, de ne pas se juger, et surtout, plus on apprend à le faire, plus ça devient facile, et surtout, plus ça devient agréable. C'est clair. Ben merci, je crois qu'on est sur le fin mot de la fin, avec une petite heure à vos côtés. Vous m'avez appris beaucoup de choses sur ces 3 pratiques. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai pratiqué un peu des 3, mais pas assez assidûment, donc ça me donne envie d'y retourner. Merci beaucoup les filles pour vos partages et pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui, et puis on se retrouve très très vite. De rien. Merci. Merci à vous. Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter.